Alors avec Étienne, vous allez le voir, nous allons plonger dans le vif du sujet, puisque l'objet même du dialogue est de cerner la réalité, les possibilités, les espérances, mais aussi les limites et les dangers d'un progrès sans doute en mal ou en quête de sens. Un progrès sous le joug duquel d'ailleurs nous sommes déjà ou nous préparons à être. Je rappelle qu'Étienne est physicien, docteur en philosophie des sciences, ingénieur diplômé de Centrale Paris, où il exerce comme professeur en physique quantique. Membre de l'Académie des technologies, il dirige également le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière lié au CEA. Et les auditeurs de France Culture peuvent l'écouter chaque samedi à 16h dans l'émission La Conversation scientifique. Ce vulgarisateur de la science, et je le précise, alpiniste émérite, est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages. Les plus récents ont pour titre « Le pays qu'habitait Albert Einstein », publié chez Actes Sud, « Tout n'est pas relatif », chez Flammarion, et donc notre dialogue « Sauvons le progrès », paru en septembre aux éditions de l'Aube et qu'Étienne signera au moment de la pause du déjeuner. Et c'est bien au sauvetage du progrès que nous allons consacrer cette heure. Le constat est paradoxal. La puissance du progrès est inédite. La place que le progrès occupe dans l'évolution de nos sociétés, de nos comportements et de nos rapports humains est inédite. Ce que nous attendons, voire exigeons du progrès, est inédit. Et pourtant, comme Étienne va nous l'expliquer, le progrès est en danger. D'un côté donc, une force de frappe si considérable que la question de la dictature du progrès mérite d'être posée, et de l'autre, une matière défaillante, une réalité contestée qui interroge sur la véritable tonicité de ce progrès, qui interroge surtout sur l'utilité et le sens du progrès. Si donc il faut sauver le progrès, c'est qu'il est malade. Mais de quoi et surtout peut-on le soigner? Et si oui, comment? C'est finalement autour de ces trois questions, en apparence simples, en réalité, vous l'imaginez, extrêmement complexes, que je vous propose de cheminer. En une heure, nous ne pourrons bien sûr aborder que quelques points. Mais si nous parvenons à mieux comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui le progrès est contesté, même menacé, et ce qui fait que demain, nous pouvons espérer qu'il resplendisse, alors nous n'aurons pas perdu notre temps. Explorer quelques voies pour que le progrès s'écrive de nouveau avec un P majuscule, pour que la construction du progrès soit un levier d'épanouissement individuel et de démocratie, et non une forme de dictature qui s'imposerait à nous, contre nos intérêts et contre nos aspirations. Voilà ce sur quoi, cher Étienne, vous avez la lourde tâche de nous éclairer à 9h le matin. Bon courage. Étienne, on va peut-être commencer par établir un état des lieux du progrès. De quoi est-il malade? Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Je confirme ce qu'a dit Denis l'a fait à l'instant. Il est trop tôt pour parler du progrès, je pense. C'est plutôt une discussion du soir qui devrait être consacrée à cette question. Mais voilà, il est 9h, on va en parler. Moi, je ne dirais pas en préambule qu'il faut sauver le progrès, ça peut être une conclusion. Mais avant, il faut en effet procéder à une sorte d'analyse. Et si le progrès est attaqué, il faut savoir par qui, et s'il correspond à une dictature, par qui est-elle organisée? Alors, moi je dirais que le premier symptôme du fait que nous avons un problème avec l'idée de progrès, c'est la disparition du mot. C'est ça le symptôme, c'est-à-dire que avec un collègue sociologue qui s'appelle Gérald Bronner, on a étudié la fréquence de l'usage du mot progrès dans les discours publics. Et ça se voit très bien en français, en France, mais aussi dans d'autres pays européens. À partir des années 1980, la fréquence du mot dans les discours publics commence à baisser. Apparaît ensuite un nouveau mot qui n'était pas du tout utilisé, même s'il a été racine ancienne, mais il était plus pratiqué dans la langue ordinaire, qui est le mot innovation, qui apparaît à la fin des années 90. Le croisement entre les deux courbes, celle qui monte et celle qui descend, se fait au début du XXIe siècle, pardon. Et puis la disparition du mot progrès s'opère entre 2007 et 2012. Pour la voir, il suffit de constater que, par exemple, à l'élection présidentielle de 2007, pendant la campagne, tous les candidats, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ont utilisé le mot progrès dans leur discours. Et en 2012, plus aucun. Et donc la question, c'est comment se fait-il qu'un mot qui autrefois était en effet écrit avec une majuscule, qui a été un mot structurant de la modernité,
comment ce mot, qui a été si important dans la façon de donner sens à l'histoire, a-t-il pu disparaître en si peu de temps, ou plutôt a été remplacé par un autre mot, innovation, qui n'est pas a priori son synonyme, même si on peut discuter de savoir s'il peut y avoir des innovations sans progrès ou des progrès sans innovation. On voit bien qu'il y a une corrélation entre l'idée de progrès et l'idée d'innovation, mais est-ce que c'est une corrélation stricte au point qu'on pourrait dire que les deux mots sont interchangeables ? Et pour répondre à cette question, il suffit de regarder les rhétoriques dans lesquelles on insère le mot innovation, et on compare ces rhétoriques aux rhétoriques dans lesquelles on insérait le mot progrès. Et on voit, quand on fait cette analyse, que notre usage du mot innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. Alors je ne sais pas si j'ai le temps de développer, mais voilà, très rapidement, avec un collègue du CEA qui s'appelle Vincent Bontemps, qui est philosophe, on a regardé assez rapidement, à grands traits, l'histoire du mot innovation. Alors je vous donne les grandes étapes. Première étape, c'est un mot du bas latin, XIIIe siècle, un mot de la théologie. Innovatio, c'est en gros une thèse qui commence à s'éloigner du dogme. Et s'éloignant du dogme, elle menace de devenir hérétique. Donc c'est une innovation dans l'interprétation des textes qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu parce qu'elle peut nous emmener vers l'hérésie. Bon. Ensuite, ça devient un vocabulaire juridique. Innovatio, c'est en fait l'équivalent d'un avenant à un contrat. C'est ce qu'il faut ajouter à un contrat pour tenir compte d'une nouvelle donne sans changer l'esprit même du contrat. Puis Machiavel, dans Le Prince, reprend ce mot en politique. En gros, le prince, quand il a le pouvoir, ne doit pas innover politiquement, et il ne doit le faire que si son pouvoir est menacé. Et enfin, celui qui nous intéresse le plus, dans cette discussion, c'est Francis Bacon. Vous savez, Francis Bacon, c'est ce philosophe auquel Kant, plus tard, dédiera la critique de la raison pure, au motif que Francis Bacon a inventé le mot progrès. Le mot existait déjà, progressus, ça veut dire avancer, mais ça veut dire avancer dans l'espace. Une armée progresse, elle avance dans l'espace. Mais l'idée de Bacon, c'est que cette idée qui est spatiale, mouvement dans l'espace, on peut la temporaliser. Et donc le progrès devient quelque chose qui nous déplace au cours du temps vers le meilleur. Et dans un livre qui est publié en 1632, qui s'appelle Essais et conseils civils et moraux, ce Francis Bacon écrit un chapitre qui s'intitule L'innovation. Il parle de l'innovation technique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si vous ne savez pas qui a écrit ce chapitre, ni quand il a été écrit, vous pourriez avoir l'impression, en le lisant, qu'il a été rédigé par Jacques Attali ou Alain Minc la semaine dernière. Au sens où Francis Bacon parle de l'innovation exactement comme nous. C'est-à-dire, il s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur. Il dit les forces du bien étaient maximales au départ, les forces du mal sont continues, donc si on fait le bilan final, c'est le mal qui l'emporte. Comment empêcher le mal de l'emporter ? En innovant. Et il dit, l'innovation doit ne pas être trop rapide. Parce que si elle est trop rapide, elle est trop neuve, en quelque sorte, elle dérange tellement les habitudes qu'elle est rejetée comme une étrangère. Si au contraire, l'innovation se fait trop lentement, alors les dégâts produits par le temps qui passe deviennent irréversibles, de sorte que plus rien ne peut les annuler ou les contrecarrer. Et donc il dit, il faut innover au rythme du temps. C'est-à-dire ni trop vite, ni trop lentement. Le mot innovation ensuite va être utilisé par Schumpeter, etc. C'est pas très intéressant. Ce que je veux dire, c'est que cette façon de parler d'innovation qu'a Bacon, c'est exactement la nôtre. Si vous lisez le rapport de la Commission européenne, qui propose, vous le savez, en 2020, de faire de l'Union européenne l'union de l'innovation, en remplacement du traité de Lisbonne, qui lui voulait que l'Union européenne devienne une société de la connaissance. On est passé de société de la connaissance à union de l'innovation. On peut dire c'est très bien, mais si on lit le texte qui présente cette orientation, c'est un texte de 50 pages qui contient le mot innovation 300 fois, sans que nulle part il soit défini d'ailleurs, mais vous verrez dès la première page que ça ressemble à du Bacon. Il est dit, l'Europe est face à des défis colossaux, changement climatique, raréfaction des ressources, vieillissement de la population, problèmes de santé, pollution, changement climatique, etc. Et l'Europe a compris qu'elle ne pourra relever ces défis
que par l'innovation. C'est exactement Bacon. C'est-à-dire, c'est l'idée que le temps est corrupteur. Le temps abîme les choses. Peut-être avez-vous vu dans Le Monde qui paraît aujourd'hui un article signé par 15 000 scientifiques de toute la planète, 184 pays sont représentés, qui dit que ça ne va plus, c'est-à-dire ça ne va plus. La démographie, la déforestation, les émissions de CO2, la réduction de la biodiversité dont il sera question tout à l'heure, c'est des paramètres qui deviennent très, très critiques. Et donc on a l'idée que le futur va contenir de la catastrophe et nous devons agir pour la prévenir. Bon. Moi, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Ce que je regarde, c'est simplement les rhétoriques. Or, définir nos actions présentes à partir de l'examen critique du présent, ce n'est pas du tout l'esprit des Lumières. Ce n'est pas du tout l'esprit du progrès. Parce que l'idée de progrès, elle s'appuie au contraire sur l'idée d'un temps qui n'est pas corrupteur, mais qui est constructeur. Le temps est complice de la liberté. C'est-à-dire que on définit ses actions, quand on croit au progrès, non pas à partir de l'état critique du présent, mais à partir d'une certaine idée du futur. Donc il faut avoir confiance en l'avenir, il faut avoir confiance dans un futur, notamment collectif. Pas confiance en l'avenir, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi et dans la science, notamment. C'est-à-dire l'idée que je peux dessiner un futur, je peux le configurer d'une façon crédible. Le progrès, c'est pas l'utopie, hein. C'est pas l'espérance non plus. Hein. C'est pas imaginer que ça va aller mieux tout seul. Non, c'est je configure le futur d'une façon qui est crédible, c'est-à-dire je sais tracer un chemin qui me fait passer de l'état où je suis à l'état où je voudrais être. Il y a une ligne. Et cette ligne n'est pas absurde, elle est crédible, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'utopie. Ensuite, il faut que ce futur soit attractif. D'ailleurs, quand M. Massé avait été le commissaire au plan dans les années 60 en France, il avait dit le plan, c'est de fabriquer autour du futur un projet crédible et attractif et de trouver les chemins de l'atteindre. Et donc, le progrès suppose d'avoir une certaine idée de l'avenir. Et c'est cette idée qu'on veut réaliser par du travail et du sacrifice. Du sacrifice. Comme le dit Luc Ferry, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Et donc, pour que le mot progrès ait du sens, il faut qu'il soit inséré dans une philosophie de l'histoire. Et à mon avis, c'est un jugement tout à fait personnel, hein, je n'ai pas de critères objectifs pour le cautionner, je pense que si on ne parle plus de progrès, c'est d'une part parce qu'il a été dénoncé par l'histoire dans ses naïvetés théoriques initiales, mais c'est aussi parce que nous n'avons plus de philosophie de l'histoire. C'est-à-dire que nous ne sommes plus capables de configurer 2050 ou 2100. Plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle. Et si je compare la situation présente où le futur est absent de nos représentations à ce qu'était ce même discours sur le futur dans les années 70, quand j'étais adolescent, pour le dire simplement, dans les années 70, je me souviens très bien, j'ai des preuves d'ailleurs, parce que j'ai gardé tous les magazines que recevaient les adolescents, Tintin, Spirou, Pilote, il était constamment question de l'an 2000. En fait, c'est une époque où, en fait, on ne parlait jamais du présent. On ne parlait que du futur. L'an 2000 était représenté, au deux sens du terme, il était mis dans notre présent, il était dessiné. On nous expliquait comment on allait voyager, consommer, travailler en l'an 2000. L'an 2000 était là, et chacun pouvait tracer un chemin individuel entre le présent où il était et le futur qui lui était présenté. Évidemment, cette prospective s'est révélée en partie fausse. Par exemple, on ne voit toujours pas de voitures volantes. Mais il y a des tas de choses qui sont apparues qui n'avaient pas été prévues. Je pense à Internet et à des choses comme ça, que personne n'avait imaginées. Et donc voilà, est-ce que l'usage du mot progrès s'est annulé parce que nous ne savons plus dessiner autour du futur un projet qui nous fasse envie, ou est-ce que c'est un effet purement numérologique ? L'an 2000, c'était un changement de siècle, c'était même un changement de millénaire. Et ça a été donc une sorte de perspective qui a mis en tension non seulement la société française, mais en fait l'humanité. Il y a une tension.
Et puis une fois qu'on a dépassé l'an 2000, on a du mal à retrouver dans le futur un horizon aussi fort, aussi visible, aussi désirable. Mais au-delà de cette raison, quelles sont celles, à vos yeux, qui expliquent qu'à partir du milieu des années 2000, enfin 2005, 2007, au début des années 2000, on perd justement cette confiance en nous pour nous projeter vers un avenir. En tout cas, c'est peut-être un effet numérologique, c'est-à-dire c'est comme quand vous montez une montagne, vous escaladez une montagne, vous êtes tendu vers le sommet, c'est votre but. Et l'an 2000 a joué le rôle de sommet d'une montagne. On atteint le sommet, puis après, il faut redescendre. Et la redescente, on le sait très bien, c'est là que se produisent des accidents. Il y a toujours un relâchement psychique. Parce qu'en fait, la descente nous éloigne de notre but. Et j'ai l'impression, moi, qu'en quittant l'an 2000, voilà, on s'éloigne de ce qui a été une tension, comme quand vous passez un concours aussi. Vous êtes tendu vers le concours, puis une fois qu'il est passé, il y a un petit coup de blues. C'est un peu la même chose. Peut-être que ce sentiment d'un temps qui décline et qui nous amène vers non plus vers le meilleur, mais vers le pire, est peut-être lié à un aspect purement numérologique. Je le dis en posant la question sans affirmer que c'est la bonne réponse. Mais sinon, il est clair que la rhétorique du progrès, telle que l'avaient étayée les philosophes des Lumières, cette rhétorique a été dénoncée par l'histoire. C'est-à-dire, c'est pas aussi simple qu'ils l'avaient imaginé. L'idée d'un embrayage automatique entre les différentes formes de progrès a été démentie par l'histoire. Ça n'est pas automatique. On ne passe pas directement d'un progrès scientifique à un progrès technologique, puis d'un progrès technologique à un progrès matériel, puis d'un progrès matériel à un progrès moral, puis d'un progrès moral à un progrès politique. Il y a une forme de naïveté, là. Est-ce que la marchandisation du progrès, qui atteint aujourd'hui des niveaux inédits, peut expliquer aussi ce rapport de plus en plus complexe que nous avons au progrès lui-même? Mais je ne sais pas ce que c'est que la marchandisation du progrès. Le progrès, ce n'est pas une instance qui nous dirige. S'il y a une marchandisation, c'est parce que des humains soit l'organisent, soit y participent. Enfin, c'est pas l'idée de progrès qui est l'agent de nos actions. Et donc, pour continuer dans le fait que les naïvetés sont... Alors si, quand même, la marchandisation du progrès, moi, ça me fait penser au discours de Solzhenitsyn à Stanford en 1974. Un discours qu'il a intitulé « Le déclin du courage ». Solzhenitsyn sortait du goulag, il a pu quitter l'URSS, qui existait encore à l'époque, il a été accueilli par une université américaine, et il va donner une conférence, sa première grande conférence aux États-Unis, et les Américains sont persuadés que Solzhenitsyn va condamner le système soviétique et encenser le système libéral américain. Et en fait, Solzhenitsyn fait un discours qui a été publié depuis, que vous pouvez lire, dans Déclin du courage. Il dit, vous avez cru au progrès, mais vous avez cru au progrès avec l'idée que le salut était terrestre, ce qui est possible sans doute, mais vous avez visé trop bas. Vous avez visé trop bas. Vous avez visé le ventre au lieu de viser la tête. Vous mangez comme des porcs, vous êtes dans la consommation à outrance, et intellectuellement, c'est pas brillant. Voilà. Donc c'est peut-être ça que vous voulez dire. Mais regardez, pour illustrer ce propos, prenez quelques philosophes des Lumières qui ont théorisé donc cette idée de progrès. Prenez Condorcet, d'Alembert. Prenez Galilée, qui n'a pas théorisé le progrès, mais qui a quand même créé une rupture dans l'histoire des idées, sur laquelle on reviendra peut-être. Et puis quelques autres, Spencer, un peu plus tard, pour ne pas prendre que des Français. Bon. Vous les mettez dans une capsule temporelle. Donc ils quittent le XVIIIe siècle et ils arrivent en 2017. Vous leur montrez, alors pas tout d'un coup parce qu'ils ne vont pas comprendre, mais vous leur montrez étape par étape ce qu'on a fait de leurs idées. Première étape, vous les emmenez dans une classe de terminale, suivre un cours de maths. Ils vont être éberlués. Parce que ce qu'ils verront dans un cours de maths de terminale, même si on dit que le niveau baisse, c'est extraordinaire par rapport à ce qu'ils connaissaient. Ils vont voir qu'en terminale, on apprend à tout le monde quasiment ce que sont les matrices. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une matrice. Hein. Calcul matriciel, ils découvrent ça. C'est incroyable. On enseigne des choses que nous ne connaissions pas à tout le monde, alors qu'à l'époque, l'éducation était réservée à une toute petite élite. Ils vont être admiratifs. Je ne dis pas que les élèves de terminale en savent plus en maths qu'eux.
eux savaient beaucoup de choses que les élèves ne savent pas, mais il y a quand même quelque chose qui ressemble à un progrès, sinon dans les idées, du moins dans leur transmission. Ensuite, vous les emmenez au CERN, à Genève. Vous leur expliquez le LHC, ils vont rien comprendre, et vous leur expliquez que grâce à cette machine incroyable, on a découvert le boson de Higgs, qui montre que la masse des particules élémentaires n'est pas une propriété qu'elles possèdent de par elles-mêmes, mais qui vient de leur interaction avec le vide, ce qui change la relation qu'on a toujours imaginée entre la notion de matière et celle de masse. Ils vont être éberlués. On va dire, tiens, des découvertes de physiciens changent des problématiques philosophiques. Extraordinaire. Il y a donc des découvertes philosophiques négatives faites par les physiciens. Ils vont tomber de leur chaise. Ensuite, vous leur dites, vous savez, au XIXe siècle, on a découvert une nouvelle interaction, parce qu'eux ne connaissaient que la gravitation, dans la physique. On a découvert une nouvelle interaction qui s'appelle l'électromagnétisme. On a pu trouver les équations qui régissent ces phénomènes, c'est les équations de Maxwell. Et un siècle plus tard, des ingénieurs ont utilisé ces équations pour faire une boîte parallélépipédique qui est capable de transmettre du son et des images où on veut. Ça s'appelle une télévision. Ils n'en ont toujours pas vu, mais ils vont dire oh, ça c'est quand même génial. Alors qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous diffusez les cours du Collège de France dans tous les foyers? Et là, vous les amenez un samedi soir devant une chaîne commerciale, planté sur le divan, avec interdiction de le quitter même pendant les publicités. Et là, ils vont dire, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Ils vont parler d'allothélie, c'est-à-dire allothélie, c'est-à-dire que le but atteint n'a pas été le but visé. Et donc c'est ça qu'il faut interroger. Et moi, je ne dis pas qu'il faut sauver le progrès, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais je pense que si on croit au progrès, alors il faut soumettre cette idée à elle-même. C'est-à-dire faire progresser l'idée de progrès, au lieu de l'associer à une rhétorique ancienne qui a été démentie par l'histoire. Je veux dire par là que derrière l'idée de progrès, il y a quand même un peu la guillotine, au sens où dès qu'on définit un homme nouveau, on a tendance à vouloir éliminer ceux qui ne participent pas au mouvement qui conduit à la fabrication de cet homme nouveau. C'est un peu toujours comme ça. Lénine parle de l'homme nouveau. Hitler parlait des Aryens comme étant le futur de l'humanité. Donc il y a des trucs comme ça qui ne sont pas très clairs. Et puis il y a des, comme je les appelais tout à l'heure, des naïvetés incroyables. D'Alembert, qui est un mec génial, il écrit dans l'encyclopédie l'article qui s'appelle Géomètre. Géomètre, c'est l'ancien mot pour dire mathématicien. Il dit, voilà, prenez une société tyrannique, donc une société qui est soumise à un tyran. Dans cette société, formez quelques géomètres. Et il dit, quelque temps plus tard, cette société, parce qu'elle a formé des géomètres, se sera libérée de son joug. Et donc il suffit d'avoir quelques mathématiciens dans une société pour qu'elle soit démocratique. Bon. On aurait pu lui organiser un petit voyage en Corée du Nord, d'accord, où il y a d'excellents géomètres, d'accord, et une tyrannie abominable, qui n'est pas la seule d'ailleurs, mais vous voyez que ça ne marche pas comme ça, c'est pas simple. D'autre part, derrière l'idée de progrès, il y a l'idée de bien, de séparation nette entre le bien et le mal. D'ailleurs, croire au progrès, c'est aussi, parce qu'on peut trouver plusieurs définitions, mais par exemple, croire au progrès, c'est penser que le négatif est relatif. C'est-à-dire penser que ce qui ne va pas dans une société, ou dans une structure, ou dans un individu, ou dans quoi que ce soit d'autre, ce qui ne va pas n'est pas condamné à toujours aller mal. Autrement dit, ce qui ne va pas est le ferment du meilleur. C'est-à-dire, c'est ce qui ne va pas qu'on peut travailler pour le sortir de sa négativité. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'idée de progrès met la société en crise. Toujours. Donc on est en crise depuis 3 ou 4 siècles. Pourquoi? Puisque, comme je l'ai dit, vous devez imaginer un futur différent du présent. Et donc vous êtes invité, parce que vous pensez le progrès, à comparer la société telle qu'elle est aujourd'hui à ce qu'elle pourrait être si elle était mieux. Donc vous la mettez en crise, puisque vous montrez ses failles, vous montrez sa négativité, vous montrez les zones où elle pourrait être améliorée. Le problème, et on l'a compris après, c'est que on n'est pas d'accord, et on n'a jamais été d'accord sur ce qu'on appelle le bien. Et que d'autre part, c'est toujours au nom du bien qu'on commet ces actions.
C'est toujours au nom du bien qu'on commet ces actions. Ça énerve toujours, mais ça agace et inquiète mes étudiants quand je leur dis ça, mais quelle est la philosophie politique qui nomme de la façon la plus précise qu'on puisse imaginer ce qu'est une bonne société? C'est le nazisme. Le nazisme, c'est une philosophie du bien. Je ne veux pas dire que c'est une bonne philosophie, je m'empresse de le dire. Ça veut dire que c'est une philosophie politique qui dit exactement, très précisément, ce que doit être une bonne société. Dedans, il y a des Ariens, il n'y a pas de malades mentaux, et il n'y a pas de Juifs. Donc on les vire. Et donc, lisez aussi les communiqués de Daesh. C'est toujours rédigé au nom du bien. On a fait ça pour le bien. C'est toujours ça. Donc c'est toujours au nom du bien qu'on fait la guerre. C'est toujours au nom du bien qu'on fait le mal. C'est jamais au nom du mal. Il n'y a jamais de communiqués qui disent on a fait ça parce qu'on voulait faire le mal. C'est toujours au nom du bien qu'on agit. Okay, et donc il y a une ambiguïté là, qui vient de ce que le bien et le mal ne sont pas si nets et que leur relation est beaucoup plus dialectique que c'est pas une relation d'opposition. Les deux sont pris dans un mouvement dialectique qui fait que l'analyse des situations est toujours compliquée. Si vous croyez au bien, eh ben vous allez mettre en œuvre tous les moyens pour le faire advenir, et ça peut faire du dégât autour de vous. Et donc, je pense que pour progresser, justement, il faudrait qu'on se mette beaucoup plus d'accord sur ce qu'on appelle le mal que de définir un bien commun sur lequel on ne sera jamais d'accord et qui peut, justement, comme je l'ai dit, produire le mal. Dans leur relation au progrès, est-ce que les Français se singularisent? Si on prend une map monde, par exemple, est-ce que, comme on dit très souvent des Français, qu'ils ont une relation de déclin, qu'ils ont une relation de dépression même, un état de dépression. Or, pour croire au progrès, croire en soi, avoir confiance en soi et dans le progrès, il faut justement sortir de cet état. Est-ce qu'il y a, oui, effectivement, en France, une singularité? C'est difficile, quand on est français, de juger l'état d'esprit des Français, parce qu'on est dedans, quoi, on y participe. Oui, mais vous voyagez. Oui, je voyage. Bon, ce que je vois, c'est ce que voient tous ceux qui voyagent, c'est-à-dire que la situation de la France, d'un point de vue économique, par exemple, elle est plutôt bonne par rapport à d'autres pays comme l'Italie, ou même l'Espagne. Mais en France, ça se voit moins. En Italie, si vous avez un petit coup de baisse de morale, allez en Italie, quoi. Ça va bien, quoi. Une sorte de qualité de vie, de rapport aux autres qui est un peu plus souriant, disons, qu'en France. Mais par ailleurs, on peut analyser par des enquêtes certaines évolutions, et quand on essaie de chiffrer, de quantifier la confiance dans l'avenir, on voit que la France est dernière. On est derrière l'Afghanistan, par exemple. On est en pleine déprime. On pense que l'avenir va être pire. Alors, j'ai interrogé dans une de mes émissions Daniel Cohen, l'économiste, pour lui demander pourquoi il y a cette dépression française. Pourquoi est-ce que les Français ont beaucoup moins confiance en l'avenir que d'autres nations qui sont pourtant moins richement dotées que la France et qui ont des systèmes sociaux moins favorables. Bon, il y a déjà que quand vous avez atteint l'équivalent du bonheur, vous constatez assez vite que ça ne vous rend pas heureux parce que vous avez peur de le perdre. D'accord ? Donc, la première cause du malheur, c'est quand même le bonheur. Hein, et je pense que l'idée de bonheur, par exemple, qui a quand même un peu à voir avec l'idée de progrès, même si elles ne sont pas équivalentes, l'idée de bonheur est une idée catastrophique. Enfin, c'est précisément cette idée qui nous rend malheureux. C'est-à-dire qu'on a une conception du bonheur tellement précise et tellement élevée, en fait, que tout écart par rapport à elle nous rend malheureux. Et il y a forcément un écart parce qu'elle est précise et élevée. Comme disait Woody Allen, qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux? Voilà. Donc j'ai une potentialité au bonheur incroyable, mais manque de chance. J'ai pas la maison qu'il me faut, ma femme ça va pas, etc. Donc on a toujours des raisons d'invoquer un écart entre sa situation et l'idée qu'on se fait du bonheur. Donc la première chose, c'est de supprimer cette idée de bonheur qui est ravageuse. Ensuite, je plaisante un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Daniel Cohen disait, ce qui explique la dépression française, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce qu'il a dit, et il paraît que ça a été documenté, c'est la collaboration.
la collaboration, c'est-à-dire qu'on a été vaincu militairement, et à peine vaincu, on collabore. On collabore dans l'honneur, dit Pétain. Bon. Et c'est là que les Français, dit-il, commencent à perdre confiance dans les autres, et puis dans les institutions. Et je crois qu'on est le pays qui a le moins confiance dans les institutions de toute l'Europe. La collaboration, ça veut dire... c'est une forme de guerre civile larvée, en fait, qui s'accompagne de dénonciations nombreuses. Il n'y a pas l'équivalent en Angleterre. Les Anglais, bon, ils n'ont pas été envahis, mais ils ont quand même bataillé, et je ne crois pas qu'ils auraient beaucoup collaboré. Nous, on a collaboré, on a dénoncé. Il y a des milliers de lettres de dénonciation qui sont encore à la préfecture de Paris, qui n'ont pas été vraiment diffusées parce que ça ferait du mal. Donc il y a quelque chose là qui fait qu'on n'a plus confiance dans l'autre, on s'aime peut-être plus autant. Et il racontait d'ailleurs une enquête qui montre l'absence de confiance dans les autres. On demande aux gens, voilà, imaginez que vous perdiez votre portefeuille dans la rue. À votre avis, quelle est la probabilité qu'on vous le ramène ? Ben, les Français, ils répondent quasiment 0%. Les Danois, ils répondent 100%. D'accord ? Alors, vous voyez que ça change quand même, ça change le rapport aux autres, ça change la confiance qu'on développe à l'égard de son environnement chaque matin. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on peut changer cela ? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce rapport aux autres et au futur ? Parce que je pense que les deux sont corrélés. Le rapport que nous avons au futur est très corrélé au rapport que nous avons aux autres dans la société. Si on a confiance dans les autres, je pense qu'on a plus confiance dans l'avenir que dans les sociétés où on n'a pas confiance dans les autres. Au progrès est associé le principe du risque. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un risque tolérable ? Et est-ce que nous ne sommes pas justement victimes d'une conception du risque zéro dans une société qui a constitutionnalisé le principe de précaution en plus ? Est-ce qu'on n'a pas justement une relation délétère au risque qui justement hypothèque notre projection vers le progrès ? Bon, alors ça c'est une vaste question en effet, mais si vous voulez, il y a des facteurs psychologiques. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup plus prompts à juger nos actions que nos inactions. Voilà. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose, on voit tout de suite les risques que son action va engendrer et on va voir surtout les nouveaux risques que son action va engendrer. Par contre, si on ne fait rien, personne ne vous reprochera les risques associés au fait que vous ne faites rien. Et donc, il faut avoir en tête ce biais, c'est-à-dire, prenez des questions sur les sciences, par exemple, vous voyez le nombre de sujets à propos desquels on procrastine, parce que si on faisait quelque chose, les risques seraient aussitôt invoqués, alors que si on ne fait rien, les risques sont considérés comme absents, annulés par le fait qu'on ne fait rien. On ne prend pas vraiment de décision sur les OGM, on ne prend pas vraiment de décision sur l'énergie, sur le nucléaire, on ne prend pas vraiment de décision sur toutes sortes de sujets. Et on dit, comme on n'a pas pris de décision, il n'y a pas de risque. Alors le fait de ne pas prendre de décision retarde les décisions qui, en étant retardées, vont engendrer des risques. Maintenant, notre rapport au risque, il a en effet changé, puisque nous nous définissons comme la société du risque, pour reprendre le titre du livre d'Ulrich Beck, nous sommes la société du risque, alors que nous risquons beaucoup moins que nos ancêtres. Prenez, moi je dis ça à mes étudiants, imaginez que vous faisiez en 1914. Il y a 300 élèves dans la promo, et bien à la fin de l'année, il en manque 50, quand on est en 1914. Et puis après, ça a empiré. Mais à cette époque-là, les gens qui vivaient des risques considérables ne disaient pas « nous sommes la société du risque ». À l'époque, regardez les courbes de mortalité, les gens mouraient à tous les âges. On perdait des amis de son âge à tous les âges de la vie. On en perdait à l'école primaire, on en perdait au collège, on en perdait au service militaire, puis après, les gens mouraient à tous les âges. Aujourd'hui, les courbes de mortalité se sont rectangularisées, et en gros, on meurt tous au même âge, quasiment. Donc le rapport à tout ça a changé. Mais l'idée de progrès était une idée qui donnait sens au risque. Comme le disait Kant, c'est une idée à la fois consolante et sacrificielle.
Elle est sacrificielle parce que le progrès n'est pas automatique. Donc il faut travailler pour le faire advenir. Donc on se sacrifie pour les autres, pour ceux qui viendront après. On travaille beaucoup pour les autres. Et les autres profiteront de notre travail et auront moins d'efforts à accomplir pour maintenir la société dans l'état amélioré où on l'aura conduite, que nous-mêmes, nous ne fournissons d'efforts pour la changer. Donc il y avait l'idée qu'à terme, le progrès proposera à tous un soulagement. Bon. Et évidemment, le chemin est chaotique, il y a des accidents, mais les accidents sont insérés dans une rhétorique qui leur donne du sens. Je vous donne un exemple tout simple. En 1848, il y a eu en France le premier gros accident de chemin de fer. Ça s'est passé à Meudon. Il y avait 52 passagers dans le train. Tous sont morts, la plupart carbonisés. Donc il y a eu un débat. En 1848, il y a eu un débat. Le chemin de fer, ça tue des gens. Ce parcours qu'ils ont fait jusqu'à Meudon, ils auraient pu le faire à cheval, à une vitesse quasiment équivalente à celle d'un train. Donc pourquoi faire des trains? Lamartine, le poète, qui était député, monte à la Chambre, prononce un discours magnifique, et il le conclut en disant « Plaignons-les », il parle des victimes, « Plaignons-nous, nous sommes en deuil, mais marchons. Marchons. » C'était avant marchons. C'est-à-dire, c'est pas un accident qui va changer la marche de l'histoire. Aujourd'hui, vous voyez bien que si un ministre ou un député tenait ce genre de discours après un tel accident, il serait immédiatement exclu. Dès qu'il y a un accident, il faut montrer qu'on va prendre des mesures dans tous les sens pour empêcher qu'il se répète. Et donc, notre rapport au risque est modifié par cela, et ça met la notion d'innovation en tension, puisque innover par définition, si tant est qu'on veuille donner à ce mot une définition, c'est quand même créer de la nouveauté, créer de l'inédit. Créer de l'inédit, ça veut dire changer des choses d'une façon qu'on ne peut pas toujours prévoir. Et donc, il y a peut-être des risques qui sont associés à l'innovation. Mais on vient la tempérer par le principe de précaution, qui fait que tous les cerveaux qui sont dans ces domaines-là sont schizophréniques. C'est-à-dire qu'il faut innover et en même temps être précautionneux. Innover, précautionneux, on n'avance pas, quoi. Est-ce que les pressions qu'exerce la société nous donnent aujourd'hui justement la liberté de dire non? Non à certaines innovations, non au progrès, sans être taxé de rétrograde, de décroissant, d'utopiste ou d'être marginalisé. Est-ce qu'on a cette liberté-là aujourd'hui? Bon, pour moi, la société, ce n'est pas une entité qui s'exprime de par elle-même. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait jamais dans la vie d'un citoyen des circonstances où il puisse dire « j'ai entendu la société ». Il a entendu des gens qui s'expriment. Ceux qui s'expriment ne sont pas forcément, et on parle de majorité silencieuse, c'est pas un hasard, il peut y avoir des mouvements comme ça. Ce qui manque pour discuter de ces choses, c'est des lieux ou des protocoles, en fait, qui nous permettent de définir ce que nous voulons. Ce que nous voulons à long terme. Regardez les campagnes présidentielles, on ne parle jamais du long terme. Donc ça veut dire qu'on est, d'une façon ou d'une autre, dans la gestion des affaires courantes. Même quand on est dans des discours un peu lyriques, on est dans la gestion des affaires courantes. Emmanuel Macron, d'ailleurs, a fait quand même exception, parce que lui, il parlait du mot progrès, et il parlait du futur à long terme. Mais sinon, c'est la gestion des affaires courantes. Et est-ce que nous sommes capables de décider d'une façon, disons, démocratique, de ce que nous voulons? De ce que nous voulons. Je ne suis pas sûr. Et est-ce que on est... Ce qui va se passer dépend tellement de nous, dépend tellement de ce que nous allons faire, et dépend aussi de facteurs sur lesquels on a peu de maîtrise, que c'est très difficile de produire à propos du futur des discours crédibles, qui ne soient pas catastrophiques. On parlait d'un effet de génération. Quand j'étais lycéen, tous les matins, au lycée, quelqu'un me distribuait un tract m'incitant à faire la révolution. Tous les matins.
mais même plusieurs tracts, parce qu'il y avait plusieurs sortes de révolutions. Donc il s'agissait de proposer du futur une image suffisamment désirable et attractive pour que toute affaire cessante, on prépare la révolution. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. On ne croit plus du tout à la révolution, on croit en la catastrophe. Et donc on propose une image du futur suffisamment répulsive et crédible pour mener aujourd'hui les actions qui vont empêcher la catastrophe d'advenir. Ce qui n'est pas du tout la même ambiance. Et c'est ça qui fait que peut-être il y a ce retournement dont on a parlé. Maintenant, moi j'ai assisté à des débats publics sur différentes questions liées à la science, et ça se passe très mal. Enfin, ça cacophone beaucoup, et je pense que on n'est pas au clair. Et il y a quand même des débats à propos desquels la discussion ne devient fertile, féconde, que s'il y a un peu de compétences partagées. Et il y a beaucoup trop de sujets sur lesquels on se prononce un peu comme on se prononce sur Facebook. Like, pas like, j'aime, j'aime pas. On s'en fiche des opinions. Il faut décider. Par exemple, que quelqu'un dise « je suis pour le nucléaire » ou que quelqu'un dise « je suis contre le nucléaire », mais ça avance à quoi? On s'en fiche complètement. Si vous êtes pour le nucléaire, vous devez dire comment vous allez renouveler le parc, les centrales, avec quel type de réacteur? Avec de l'uranium? Avec du 235, du 238, qu'est-ce que vous faites des déchets, etc. C'est ça la question. Et si vous êtes contre le nucléaire, vous devez dire comment vous démantelez le parc, et puis comment vous produisez l'électricité, sans faire exploser l'atmosphère par des émissions de CO2 dramatiques. C'est ça la question. Et qu'est-ce que vous faites des déchets? C'est ça les questions posées. C'est pas la question de savoir si on est pour ou si on est contre. D'ailleurs, si on était rationnel, on regarderait les deux options. On continue le nucléaire ou bien on l'arrête. On examine les conséquences de ces deux décisions et ensuite on dit si on est pour ou contre. Mais dans les débats, c'est en amont. C'est en amont, ça fait des guerres de tranchées, ça avance pas. Et donc je pense qu'on manque beaucoup de maturité. Et ça se voit aussi, puisqu'on parle de ce mot progrès. Moi je me souviens que quand j'étais adolescent, et je l'ai vérifié auprès de personnes qui ont le même âge que moi, quel est le sens de la phrase « on n'arrête pas le progrès ». Il me semble qu'à l'époque, cette phrase était un jugement moral. Ça voulait dire « le progrès étant une bonne chose, il ne serait pas bien, au sens de la morale, que de vouloir l'arrêter ». Ça ne se fait pas de vouloir arrêter le progrès. C'est pas bien. Et donc c'était une sorte de salut enthousiaste adressé au futur. J'ai demandé à mes étudiants, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? On n'arrête pas le progrès. Et pour eux, c'est pas du tout un jugement moral. Pour eux, c'est une impossibilité pratique. C'est-à-dire que ceux qui fabriquent l'histoire aujourd'hui, ceux qui fabriquent en gros le futur, ceux qui le déterminent, échappent complètement à notre volonté, ce qui veut dire que personne n'a le pouvoir d'appuyer sur la pédale de frein. Ce qui détermine le futur est organisé par des mégastructures qui décident de notre avenir ou qui le provoquent sans l'avoir décidé, sans que nous soyons consultés. Bon, je ne sais pas si c'est aussi vrai que ça, parce que ça ressemble à une sorte de théorie du complot. Il y aurait des gens dans des petits cabinets qui décideraient du futur. Mais vous voyez bien que, même sur des sujets assez triviaux, on a du mal à organiser des débats. Prenez, disons, 2025 comme horizon, c'est quand même pas très loin, hein, ou 2030. Est-ce qu'en 2030, il y aura encore des cours en amphithéâtre? Des cours en amphithéâtre. Est-ce qu'il y aura des situations où un prof va parler devant un amphi d'étudiants? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut enregistrer des cours, faire des MOOC et les élèves vont étudier devant leur écran? Ou est-ce qu'on tient à ce que la transmission se fasse encore dans une espèce de corps à corps entre un professeur qui sait et des étudiants qui veulent apprendre? Oui ou non? Mais je suis sûr que si on discutait de ça, il y aurait un débat assez chaud. Et on voit bien que c'est quand même une question qui se pose. Il y a des universités ou des écoles dans lesquelles on propose de filmer une fois les professeurs,
Puis ensuite, on balancera les années suivantes le cours qu'ils ont donné. Est-ce qu'on tient à garder des structures d'enseignement, disons, traditionnelles? Voilà. Est-ce qu'on serait capable d'ailleurs de décider ensemble de ce qu'on veut? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. On a énormément de mal à configurer le futur avec l'idée que, en fait, c'est l'histoire elle-même, indépendante de nous, qui va décider de cela. Mais on a encore un pouvoir de décision. Il y a encore des capacités de débat, mais est-ce qu'on les utilise comme on devrait le faire? J'en suis pas sûr. Tout à l'heure, vous évoquiez très rapidement Emmanuel Macron. Ne parlons pas, bien sûr, de progrès politique, mais est-ce qu'on peut parler quand même d'innovation politique? La manière dont il est arrivé au pouvoir, la manière dont il incarne aujourd'hui le pouvoir et la manière dont il semble vouloir dessiner justement son quinquennat. Est-ce que c'est une innovation politique? Bon, je crois que oui. Hein, tout le monde. D'ailleurs, ils se sont tous fait avoir. Enfin, tous ceux qui ont utilisé les méthodes un peu classiques ont été dépassés. Donc. Est-ce une innovation qui pourrait se transformer en progrès? Bon, moi, je veux garder une certaine neutralité politique devant vous, hein, mais je trouve qu'on l'a échappé belle, quoi. Voilà. Imaginez qu'il n'ait pas été là. Enfin, à titre personnel, je peux dire, j'en pouvais plus du quinquennat précédent. Cette espèce de mollesse, d'incapacité à nommer le réel, d'absence de courage, même physique, ça commençait à devenir lourd. Bon, ça vous a privé de votre mère, mais bon, c'est pas... L'innovation est au cœur des discours des entreprises. On sent que leur pérennité même, en fait, est conditionnée à leur faculté d'innover. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elles soient aussi contributrices de progrès, ces entreprises? Bon, encore une fois, contributrice de progrès, ça veut dire que vous avez une idée précise de ce que vous appelez le progrès. Moi, je pense que là où l'idée de progrès, alors j'allais dire là où l'idée de progrès a trahi, mais c'est un abus de langage, parce que le progrès lui-même n'a rien promis. Il n'a rien promis, donc il n'a pas trahi. C'est, disons, là où nous avons nous-mêmes trahi en quelque sorte l'idée de progrès, c'est que lorsqu'on lit les philosophes des Lumières, quand ils parlent du progrès, ils considèrent qu'il s'applique au genre humain, et que sa diffusion sera spatiale et temporelle. C'est-à-dire que le progrès va diffuser sur toute la surface du globe et va concerner toutes les générations. D'accord ? Et c'est là que, à mon avis, les surprises et les désaveux de cette promesse ont été les plus grands, quoi. Le progrès ne diffuse pas vraiment spatialement, il peut y avoir des reculades temporelles, et puis, vous savez très bien que l'argument théorique de la colonisation, c'était le progrès. Hein, ces gens sont en retard par rapport à nous, on va les mettre en phase avec le cours de l'histoire que nous représentons. D'accord ? Donc, voilà, c'est compliqué, ça. Et si vous voyagez un peu, et si vous voyagez autrement qu'en allant de grands hôtels en grands hôtels, si vous pénétrez dans les terres, vous verrez que les différences de conditions de vie au sein de la planète, ou sur la planète, n'ont jamais été aussi différentes, enfin, aussi intenses. C'est-à-dire, entre quelqu'un qui vit avec toutes les ressources, par exemple médicales, que donnent les technologies d'aujourd'hui, et une autre personne qui vit ailleurs avec $1 par jour, il y a des conditions de vie qui sont tellement différentes et qui n'ont jamais été aussi différentes dans l'histoire de l'humanité qu'on peut se demander si on partage la même condition humaine. Au XIIe siècle, au Moyen-Âge, un duc avait un statut symbolique bien supérieur au serf. D'ailleurs, il avait un pouvoir de vie et de mort sur le serf. Mais quand le duc avait une rage de dents, il n'était pas mieux soigné que le serf. D'ailleurs, il n'était pas soigné du tout, il avait aussi mal que n'importe qui. Et donc il y avait une sorte d'égalitarisme des conditions de vie, même si la famine pouvait concerner les uns plus que les autres, quand même une sorte de participation semblable à une condition humaine partagée. Aujourd'hui, non. Les conditions de vie sont tellement différentes qu'on peut se demander si les liens d'empathie ou même de sentiments d'appartenance identique sont toujours présents. Hannah Arendt posait cette question dans son livre de 1958, La condition de l'homme moderne.
Poser la question, est-ce que les technologies changent les conditions de vie humaines? La réponse est oui. Mais oui, les technologies changent nos façons de travailler, de voyager, etc. Je n'ai pas besoin d'étayer davantage. Ensuite, elle disait, est-ce que ça va changer, si on passe certains degrés, la condition humaine? C'est-à-dire le rapport à autrui, le rapport à la vie et le rapport à la mort. Et on voit que c'est ce qui se passe. Le rapport à la vie est modifié, le rapport à la mort est modifié. Et ensuite, elle pose la question, est-ce que ça va changer la nature humaine? Elle dit, on ne peut pas le savoir parce qu'on ne peut pas définir la nature humaine. Mais bon, pour simplement parler de la condition humaine, nous ne partageons plus tout à fait la même condition humaine si on étend le regard à l'humanité tout entière. Je vous rappelle qu'il y a 1,7 milliard de personnes qui n'ont jamais vu une prise de courant électrique de leur vie. Alors ces gens, on ne les voit pas, on ne sait pas où ils sont, donc on fait exactement comme s'ils n'étaient pas là. Nous, on a l'impression qu'on est tous branchés, c'est qu'à le dire, branchés avec des téléphones, à courir derrière des trains ou des avions. Non, il y a des gens qui ne bougent pas et qui n'ont jamais vu une prise de courant électrique. Mais ils sont absents de notre représentation de l'humanité. Et donc, moi je pense que si on veut faire progresser l'idée de progrès, il faut réhabiliter cette idée d'un progrès qui soit moins différentiel. Sinon, l'humanité elle-même va se cliver. Elle va se cliver, c'est-à-dire qu'entre ceux qui sont insérés dans une technologie qui leur permet d'accéder à des conditions de vie qu'aucun père fondateur n'aurait pu imaginer, et les autres, il y aura une absence complète d'empathie ou de solidarité. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'avais une amie qui s'intéressait aux Indiens Kayapo d'Amazonie. Et il y a 7 chefs indiens d'Amazonie qui étaient venus en Europe pour défendre leurs droits auprès de l'UNESCO. Et j'avais pu les rencontrer, et c'était en hiver, il faisait froid, ils n'avaient jamais pris l'avion, ils arrivent à Roissy, on leur donne des anoraks, ils ne comprennent pas la fermeture éclair, ils n'ont jamais vu ça, etc. Ils étaient complètement éberlués, évidemment. Mais ce qui les a rendus complètement fous, au point que dans le taxi, ils voulaient en sortir pour se précipiter sur le trottoir, c'est de voir des gens dormir dehors, dans Paris, en hiver. Pour eux, c'est impensable. Alors impensable, pour une rue, ça n'existe pas dans leur village, mais voir des gens dehors la nuit, allongés, ils pensaient qu'ils étaient mourants ou ou malades, enfin, voilà. Nous, on passe. Ça veut dire que notre lien empathique vis-à-vis de ces populations, c'est en quelque sorte brisé, comme s'il y avait une paroi qui nous laissait entendre qu'ils ne sont pas du même monde que nous. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, la première fois que j'ai vu un homme dormir par terre, c'était rue Saint-Jacques, à côté de mon lycée. Et j'avais 17 ans, et j'ai cru que c'était quelqu'un qui s'était blessé. Donc voilà. C'est la première fois que j'en voyais un. Donc il n'y en avait pas dans les années 70 de gens qui dormaient dans la rue. Il y avait des clochards qui dormaient dans les bois, mais il n'y avait pas de gens qui dormaient dans la rue des grandes villes. Et nous, on est complètement habitués à ça. L'heure tourne, malheureusement, il est l'heure de conclure, Étienne. Donnez-nous vos raisons personnelles d'espérer en le progrès. Bon. Non mais moi, si vous voulez espérer, moi j'ai jamais cru que ça irait bien. Non mais c'est ça. Non, quand l'idée de progrès a promis, par exemple, l'arrêt des catastrophes, lisez le discours de Voltaire après le tremblement de terre de Lisbonne. Voltaire, il explique qu'avec un peu de science, on va pouvoir d'abord prévoir et ensuite prévenir les tremblements de terre. Contre Rousseau, et il explique que bientôt il n'y aura plus de catastrophes. Là, c'est une forme de naïveté incroyable. Je pense qu'il y aura toujours des catastrophes. Naturelles ou pas naturelles, mais il y aura toujours des catastrophes, parce qu'il y en a toujours eu. Elles pourront croître en ampleur. Si je lis le texte publié par Le Monde hier, signé par ces 15 000 scientifiques, vous verrez, c'est effrayant. C'est effrayant. On ne voit pas très bien comment, et c'est ce qu'il disent d'ailleurs dans le texte, on va pouvoir échapper à une misère assez généralisée, à cause de la réduction de la biodiversité, des problèmes d'énergie, enfin, il y a toute une liste de choses qui sont assez dramatiques. Et donc la question, c'est comment, dans ce contexte-là, on peut
agir d'une façon qui donne sens à nos actions. Voilà. Pour moi, c'est ça le truc. Qu'est-ce qui donne sens à nos actions? Il ne s'agit pas de promettre la Lune. Moi, je pense qu'il faut réhabiliter un truc tout bête dont parle Solzhenitsyn, c'est le courage. Voilà. C'est deux choses. C'est le courage, et je pense qu'on a une obligation de courage vis-à-vis des adolescents, une obligation de courage. Et d'autre part, c'est une sorte de restauration du langage. Voilà. Je pense qu'on bricole trop le langage, et on le bricole tellement qu'il nous sert à ne plus nommer le réel. Vous parlez des entreprises, il y a quand même beaucoup de phrases, de slogans dans les entreprises qui n'ont aucun sens. On est en train de perdre le sens descriptif du langage. Je voyais dans le TGV là une publicité d'une société qui disait « Le futur est déjà là ». Mais c'est quoi ça, le futur est déjà là? Non, le futur il n'est pas là. Il est peut-être quelque part à nous attendre, mais il n'est pas déjà là. Et donc si on commence à faire croire que le mot présent est synonyme du mot futur, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir élaborer une philosophie de l'histoire. Moi, je pense que le message, c'est ça va être dur, il faudra être courageux, mais ça sera intéressant. Merci infiniment.